Bienvenue dans votre nouvel épisode de la Pop fait le taf. Aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir du récit. Pour cela, on a fait simple, on a convoqué le Père Noël. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les enfants croient au Père Noël ? Il y a plein d'hypothèses qui ont été émises en la matière. Première hypothèse, le Père Noël, c'est l'archétype d'une pensée magique. Les psys considèrent qu'une pensée magique, c'est le fait de prendre tout simplement ses pensées pour des réalités. Donc un enfant qui se dit « si je crois au Père Noël et que je demande au Père Noël un vélo, j'aurai un vélo le 25 décembre au pied du sapin ». C'est indispensable pour la construction de l'identité, du sentiment d'exister et du sentiment de sécurité chez l'enfant. Oui, mais chez l'enfant seulement. Parce que quand nous sommes adultes, nous sommes supposés nous confronter au réel et supporter que le réel ne corresponde pas à nos désirs, à nos pensées, à nos fantasmes. Ça donne quoi quand on transpose dans le monde du travail ? Par exemple, la pensée magique dans le monde du travail, c'est quand un manager est absolument convaincu qu'un projet est bon et que parce qu'il est bon, il est normal que les équipes s'investissent dans ce projet. Et puis parfois, ça ne marche pas. Et le manager est sans tête parce qu'il se dit « mais pourtant le projet il est bon, pourtant je suis convaincu, pourtant j'ai mon autorité managériale, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à engager mes équipes là-dedans ?» Eh bien parce qu'il est dans la pensée magique. Explorons une seconde hypothèse pour laquelle les enfants croient au Père Noël. Selon le professeur de psychologie Jonathan Lane, ce serait pour faire plaisir à leurs parents. En fait, les enfants ne croiraient pas vraiment au Père Noël. Ils le verraient plutôt comme une sorte d'ami imaginaire et ils trouveraient extrêmement rigolo qu'une fois par an, les adultes veuillent eux aussi jouer avec des amis imaginaires. Une fois par an seulement, parce que le reste du temps, les adultes sont supposés faire repère. Alors là, si on transpose au monde du travail, on pourrait par exemple évoquer le cas d'un manager dont l'équipe ne serait pas totalement convaincue par les qualités managériales, et notamment parce qu'il serait un peu déconnecté, loin du réel, à vivre un petit peu dans ses illusions, etc. Mais personne ne le lui dirait jamais. Et pourquoi donc ? Eh bien parce que d'une part, on ne veut pas le blesser, on le ménage, mais aussi parce que l'on se ménage soi-même. Ça peut être très confortable d'avoir un manager qui est totalement désancré, parce que comme ça, pendant ce temps-là, il vous fiche la paix. C'est un petit peu risqué toutefois, parce qu'il peut y avoir un retour brutal du réel. Et tout à coup, le manager pourrait se rendre compte que non seulement les choses ne sont pas faites comme il veut, et que de surcroît, son autorité n'est pas complètement assise, et alors là, gare à la douche froide. Parce qu'un retour d'autorité, là où on avait l'impression d'être avec le professeur Tournesol, ça peut faire très mal. Et puis pour le manager lui-même, ça peut être extrêmement compliqué aussi, parce que parfois, on attend justement que le manager fasse repère, et s'il est tout le temps dans ses illusions, dans ses propres pensées magiques, il y a un moment où on se lasse et on peut se retourner très agressivement contre lui. Troisième hypothèse. Les enfants croient au Père Noël parce que l'on abuse de leur crédulité. Et ça, c'est très, très, très mal. Oui, pour Maria Montessori, rien n'est plus grave que de mentir aux enfants. On ne grandit pas sur des mensonges, on n'éduque pas par le mensonge et on n'abuse pas de la confiance. Pour autant, Montessori n'avait rien contre les récits. Elle pensait que c'était très important que l'on raconte des histoires aux enfants, que l'on se raconte des histoires avec les enfants. Parce que les récits, ça stimule l'imagination, ça stimule la projection, ça permet à l'enfant de faire la différence entre le réel et l'imaginaire. Retenons bien cette différence entre récit et croyance. Vouloir être cru, c'est vouloir être suivi quasiment à n'importe quel prix. Un peu comme le joueur de flûte de Hamelin qui attend une forme de sacrifice. Là, on aurait une sorte de manager qui voudrait qu'on le suive avec loyauté, avec fidélité, à peu près n'importe où, jusque pourquoi pas dans le gouffre. En revanche, un manager qui propose du récit, c'est un manager qui propose un support d'expression des affects et des émotions, un support également indispensable pour mettre en lien le réel et les ambitions. Donc ce qu'il recherche, c'est la participation. Ce qui l'intéresse, c'est les perceptions de chacun de ce récit, et puis les postures et les comportements qui sont induits par ce récit. Par exemple,
Le récit n'est pas le même et ne produit pas les mêmes effets sur les individus. Si je parle de changement climatique en parlant comme d'une guerre, comme d'un combat, ou si j'en parle comme d'une course, d'un challenge, ça ne va pas produire les mêmes effets. Et c'est là qu'est tout le pouvoir du récit. Un récit de qualité, c'est un récit auquel il n'est pas indispensable de croire absolument. C'est juste un récit qui nous permet de nous projeter. Mais pour cela, il faut que nous en comprenions l'utilité. Un petit peu comme l'enfant qui ne croit pas vraiment au Père Noël, mais qui comprend bien l'utilité qu'il y a à partager la bonne humeur, à être dans un moment festif et partagé entre générations, eh bien, nous pouvons tout à fait nous engager dans des récits collectifs sans prendre au pied de la lettre les choses, mais en comprenant bien que c'est ce qui va nous permettre d'avancer collectivement avec une grammaire commune, avec un engagement commun, avec un désir de faire ensemble et d'aller un petit peu plus loin que ce que l'on pourrait faire chacun de notre côté. En conclusion, quand la croyance restreint le champ des possibles, le récit, lui, permet de réactiver et d'ouvrir grand la liberté d'imaginer ensemble.